Mesdames et messieurs, c'est Younes Taleb au micro. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cast, votre rendez-vous sportif sur Menara Podcast. Le quartier de Sidi Bel Nossi à Casablanca a été le théâtre d'un accrochage violent entre des membres ultras du Wydad et du Raja. C'était il y a quelques jours avant le derby. La police est intervenue en faisant usage de balles pour établir l'ordre sur les lieux, ce qui a permis d'appréhender 9 suspects. Bilan de cet incident, 2 mises en cause et un brigadier de police blessé au niveau de leur partie supérieure. Une enquête judiciaire est en cours pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire. Alors, dans cet épisode de Cast, on va revenir sur cet incident qui n'est pas un cas isolé et on va donc examiner ce phénomène, le phénomène du hooliganisme, avec Zakaria El Harash. Il est docteur en sciences du sport. Si Zakaria, bienvenue parmi nous. Merci Siones, merci pour l'invitation et un grand merci aux auditeurs. Alors, comme je l'ai dit dans la présentation, il y a eu des affrontements violents il y a quelques jours au niveau de Sidi Bel Nossi, une bataille entre hooligans du Wydad et du Raja, des accrochages également avec la police. Donc, tout d'abord, comment peut-on définir ce genre d'incident et par la même occasion le hooliganisme dans le contexte du football marocain? Premièrement, Siones, il faut un petit peu préciser certains concepts au fait, parce que quand on parle de hooliganisme, on a toujours cette tendance à une représentation anglaise, je dirais, de la violence dans les stades et en dehors des stades de football. Quand on parle de hooliganisme, on a toujours cette représentation d'une personne chauve, généralement, qui a des tatouages, qui vit à la marge de la société, qui est toujours là dans le stade pour commettre des actes de violence. Et ces violences, justement, ils prennent aussi forme à l'extérieur du stade. Comme vous l'avez dit, il y a eu des accrochages dans la commune de Sidi El Prenancy. En fait, il y a une certaine particularité dans cette commune parce que, comme vous le savez, à Casablanca, généralement, la ville elle est partagée ou divisée entre des supporters des deux plus grands clubs, que sont le Raja et le Wydad. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres clubs, notamment le TAS, le RAC et d'autres clubs. Mais généralement, les affrontements, en fait, ils sont l'œuvre des supporters du Raja ou du Wydad de Casablanca. À Sidi El Prenancy, je me permets de partager avec vous quelques petites données qui permettraient d'éclaircir premièrement ce qui s'est passé et aussi le concept de hooliganisme. Alors, c'était l'œuvre de jeunes ultra et non pas hooligans. Et là, au fait, il y a une grande différence. Une grande différence dans le sens où les ultras se disent qu'ils sont contre la violence, alors que le hooligan en lui-même, c'est une personne qui n'hésite pas à faire de la violence une action en soi ou une raison en soi pour être dans le stade ou à l'extérieur du stade. Par contre, l'ultra, lui, il se dit contre la violence, mais je dirais, il ne nie pas en fait l'usage de la violence, il ne s'éloigne pas de cette logique violente, mais il l'utilise généralement pour se défendre, sinon pour asseoir sa suprématie, si j'ose dire, pour se dire qu'il est le roi des tribunes, et aussi, maintenant, au jour d'aujourd'hui, il est le roi du quartier. Donc, pour tout dire, en fait, il y avait une réunion comme toutes les réunions qui se font dans différents quartiers et zones de la ville de Casablanca, une réunion d'un groupe ultra encadré par les éléments de force de l'ordre pour éviter tout débordement. Et puis, à la fin de cette réunion, en fait, les membres de ce groupe ultra ont finalement décidé de parcourir ou de faire un trajet, mais non pas un trajet choisi au pif, mais c'est un trajet bien étudié pour passer et pour organiser ce qu'on appelle un cortège. Et là réside toute la symbolique des ultras qu'il faut comprendre parce qu'ils ont choisi de se déplacer en groupe. Arrivé à certaines rues au fait, de la commune de la Prononcée, il y a eu directement une riposte de la part d'un autre groupe ultra parce que finalement le cortège il est considéré chez les groupes de supporters ultra en tant qu'un affront qu'il faut laver coûte que coûte. Et de là, en fait, les incidents se sont déclenchés pour cette raison. Le problème, c'est que, fait, les gens qui se sont retrouvés au milieu, ce sont des éléments des forces de l'ordre parce qu'ils étaient débordés finalement. Ils étaient en sous-nombre parce que on passe d'une réunion vers des actes violents. Et puis, il y avait des citoyens, je dirais, normaux qui traversaient. Et là, au fait, c'est tout le risque que peut engendrer ce genre de violence dans les stades et aussi à l'extérieur des stades. Je reviens pour éclaircir encore une fois le concept hooligan et je me baserai sur certaines recherches que nous avons réalisées. Au Maroc, en fait, il y a une certaine ambiguïté entre le hooligan et l'ultra. En fait, l'ultra marocain, il se rapproche beaucoup plus d'un hooligan que d'un ultra dans son acception, je dirais, mondiale et universelle, qui adopte des principes apolitiques, qui adopte des principes d'encouragement et d'identité forts et propres et durs au club
se place comme le défenseur du club, et de là comme le défenseur de son quartier, et comme le défenseur de sa ville. Le hooligan, lui, en fait, parfois, le spectacle sportif ne l'intéresse pas beaucoup. Il est là pour commettre des actes de violence et pour justement se confronter, se mesurer à d'autres groupes semblables. Alors, l'ultra marocain, comme je l'ai dit personnellement dans quelques recherches, en fait, on est dans un nouveau phénomène dans les stades marocains que l'on peut directement appeler l'ultra, qui adopte un comportement à cheval entre le hooligan dans son acception anglaise, si vous voulez, et l'ultra dans son acception italienne, festive, qui est là dans le stade, qui transforme en fait son action supporteriste à travers des tifos, à travers sa participation dans l'encouragement, à travers des chants et à travers sa présence au match, à l'aller comme au retour. Voilà. Le ultra, qui est donc un nouveau-né dans la société marocaine, mais quel facteur pourrait contribuer à l'émergence de tels comportements dans le milieu du football? Au fait, pour les causes, je dirais, directes aux violences dans les stades et en dehors des stades, il faut insister en premier lieu sur le contexte dans lequel évolue le jeune Marocain. Parce que les violences qu'on est en train de voir ou de constater dans les stades ou à l'extérieur des stades, au fait, ils sont souvent l'œuvre de jeunes supporters. Et là où réside toute la dangerosité du problème ou du phénomène. En fait, il y a un souci auquel on est confronté finalement. Parce que le contexte dans lequel évolue le jeune Marocain, il est plus ou moins violent. Je vous donnerai un exemple. Avant d'arriver au stade, on est encore en fait dans la famille et on a toujours une éducation violente dans certaines familles. On a toujours des quartiers violents dans certaines régions du Maroc, dans certaines villes, surtout dans les grandes villes. Et on a aussi un contexte qui est très très violent à l'école et dans les cours des écoles et aussi à l'extérieur des cours des écoles. Je vous rappelle, au fait, par exemple, le phénomène qui a fait des dégâts humains, des dégâts matériels, si vous voulez, en l'occurrence celui du Tcharmil, et qui a fait, au fait, le tour des réseaux sociaux. Et là, je tire la sonnette à l'alarme pour vous dire que même étant sur les réseaux sociaux, le jeune Marocain, il est confronté à plusieurs violences. On pourrait parler d'une violence verbale, des violences symboliques, si vous voulez, des violences aussi cybernétiques et des violences physiques. Aussi, comme vous le savez, en fait, il y a des chiffres qui sont très, très parlants concernant la violence à l'égard des femmes, la violence à l'égard des enfants, et j'en passe. Et là, au fait, avant d'arriver au stade, on est déjà dans un contexte violent. Ça, c'est pour dire que finalement, les causes de la violence, au fait, ils sont diverses et qui commencent justement par un contexte difficile, bien sûr, ça va de soi, et aussi dans un contexte économique difficile, parce que maintenant, vous avez un contexte économique difficile qui pousse des familles justement à être sur je dirais, sur les nerfs, il faut l'admettre. Après, quand vous arrivez par exemple au stade, il y a d'autres problèmes, il y a d'autres facteurs qui remontent en surface. Et je citerai quelques-uns, émanant bien sûr de nos recherches scientifiques finalement, parce que on ne pourra pas chiffrer malheureusement tous les actes de violence et tous les facteurs, mais on pourra au moins avoir un aperçu de ce qui se passe de manière plus ou moins exhaustive. Vous avez quelques facteurs qui sont très importants à citer, en l'occurrence le facteur organisationnel. Au Maroc, en fait, il y a une difficulté lorsqu'on veut organiser un match de football. En fait, les matchs de football au Maroc, il y a plusieurs organisateurs à la fois. Alors, vous avez les forces de l'ordre qui organisent, vous avez le club qui organise, vous avez les privés aussi qui organisent, et vous avez aussi le public qui organise. Et là, en fait, ça laisse justement pour le passage, les problèmes justement, qui remontent en surface, question d'organisation. Aussi, par la suite, il y a des facteurs relatifs à la distribution des tickets qui, comme vous le savez, même avec l'instauration d'un thème numérique, il y a toujours des difficultés dans l'octroi des tickets. Aussi, à l'intérieur du stade en lui-même, je donnerai comme le complexe sportif médecin qui malheureusement a été rénové plusieurs fois. Vous avez des chiffres numérotés qui ne sont jamais respectés. Vous avez des endroits sanitaires qui sont justement, je dirais, j'utiliserai le terme, ils sont lamentables, pardon, excusez-moi, ils sont très lamentables dans un état catastrophique. Vous avez le même stade où les éléments de confort qui manquent, et vous n'avez pas de buvette, vous êtes à plusieurs reprises privé de faire rentrer des bouteilles d'eau à l'intérieur du stade, sous-entendu au fait par mesure de sécurité, alors que vous avez des marchands ambulants qui font le tour des tribunes et qui vendent justement des boissons, qui vendent aussi des bouteilles d'eau. Après, vous avez des facteurs qui sont relatifs à la consommation de la drogue. C'est ce qui rend aussi les choses encore plus difficiles. Dans les stades ou dans les quartiers de tous les jours, en fait, il y a une consommation, je dirais, un peu excessive de la drogue chez les jeunes. Et ça, c'est un facteur, en fait, qui est important à citer lorsqu'on veut citer justement les problèmes relatifs à la violence. Maintenant, en fait, il y a un autre facteur qui est très, très important, c'est celui des ultras. Et là, en fait, ça pourrait surprendre plusieurs gens parce que les ultras, ils sont là pour faire l'ambiance, oui, pour faire justement un autre spectacle et pimenter, je dirais, le spectacle sportif qui est sur la pelouse. Mais n'oubliez pas que, au fait, les ultras, ils adoptent un jeu
ce que j'appellerais personnellement le jeu des ultras, qui se transforme. Alors, il consiste à quoi finalement? En fait, il consiste à s'octroyer les symboles d'un autre groupe ultra. Quand je dis l'autre groupe ultra, ça peut être des banderoles, ça peut être des tifos, ça peut être la bâche qui est toujours exposée devant les tribunes d'un stade. Le fait de s'octroyer ces symboles, au fait, il ne se fait pas sans violence. Le problème, c'est que, en fait, ça influence d'autres supporters, d'autres spectateurs qui sont dans le stade, et ça cause justement des violences qui pourraient, je dirais, commencer dans le stade et continuer dans les quartiers. Et là, d'autres facteurs peuvent émerger qui ont une relation directe avec le jeu en lui-même parce que la qualité de jeu, les décisions de l'arbitre, le comportement des joueurs parfois, qui n'hésitent pas à provoquer les spectateurs ou les supporters. Oui, si Zakaria, donc vous avez énuméré les différentes causes de violence dans les stades et en dehors des stades, mais aujourd'hui, comment la rivalité entre les ultras ou les supporters de différents clubs peut-elle être canalisée de manière positive pour promouvoir l'esprit sportif plutôt que de conduire à des affrontements violents? Pour canaliser la violence, c'est à travers le sport qu'on canalise la violence. Le basketball, il a été créé pour canaliser la violence des élèves et des étudiants anglais, hein, la fameuse histoire du recteur Thomas Arnold. En fait, de ma part, ce que je pense personnellement, c'est que ça a toujours été une question d'homme, en fait. On demande un petit peu au football, surtout, beaucoup plus qu'il ne supporte finalement. On lui demande d'être intégrateur, de canaliser la violence, mais on oublie finalement que c'est une question d'homme en fait. Il nous faudra certainement des cadres qualifiés et des cadres bien formés pour approcher ces supporters, pour comprendre un petit peu leur comportement. Et aussi, il faudra intégrer ces supporters eux-mêmes parce que les ultras, finalement, c'est eux qui connaissent les supporters de très 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 près et ils pourraient nous permettre justement de canaliser cette violence et de mieux encadrer ces supporters. Je vous donnerai l'exemple qu'ils ont fait les supporters du Raja de Casablanca lors de leur participation en 2013 et 2015. En fait, les Ultras, ils ont réussi à encadrer leurs supporters et ça a donné justement une Coupe du Monde, je dirais, bien organisée. Voilà. Zakaria El Harash, merci pour votre pertinente analyse et d'avoir participé à notre émission. Je vous remercie, Sionès. Merci à vous. Avec plaisir, c'est la fin de ce numéro de RiadaCast. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Sur ce, sportez-vous bien.